Les mains de Daniel Cruz tremblaient alors qu'il ouvrait avec difficulté la boîte en acier, cachée au fond de la coque du yacht. À l'intérieur, sous des couches d'emballage imperméable, se trouvaient des liasses d'obligations aux porteurs dont les chiffres donnaient le vertige, 280 millions de dollars. Sa fille, Sofia, halta à ses côtés tandis que des pièces d'or se déversaient sur le pont de ce que tout le monde avait appelé une épave sans valeur. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner pour me faire plaisir et de me dire d'où vous regardez dans les commentaires. Sofia lorsqu'elle appela, « Papa, il y a quelque chose ici avec ton nom. » L'enveloppe était de couleur crème, d'apparence coûteuse, avec le papier en tête d'un cabinet d'avocats qui ne lui disait rien. Daniel Cruz n'avait jamais attendu de bonnes nouvelles par la poste. Des factures, oui, des avis de relance, absolument, mais pas de lettres de Hartwell, Morrison et associés. Rédigé dans ce langage formel qui lui donnait mal à la tête après 14 heures passées au quai. « Qu'est-ce que c'est, papa » demanda Sofia, ses yeux d'enfant de 8 ans grands ouverts par la curiosité tandis qu'elle le regardait déchirer l'enveloppe. Elle était perchée sur leur canapé d'occasion, ses devoirs étalés sur la table basse qui chancelait à moins de savoir exactement où poser son poids. Daniel parcourut la lettre une fois, 2 fois, son cerveau fatigué luttant pour en assimiler les mots. Il est dit, commença-t-il, puis s'arrêta de lire à nouveau. Il est dit que ton grand-père est mort. Sofia fronça les sourcils. Mais je n'ai pas de grand-père. Si. Enfin, tu avais. Daniel s'enfonça dans la chaise en face d'elle, la lettre se froissant légèrement dans sa main. Mon père, Roberto Cruz, est décédé le mois dernier. L'appartement devint silencieux, à l'exception du bourdonnement de leur vieux réfrigérateur et du bruit lointain de la circulation venant de la rue en contrebas. Daniel n'avait pas parlé à son père depuis plus de 15 ans, pas depuis que Roberto avait préféré un autre voyage à la présence au mariage de Daniel avec Maria. Même lorsque Maria était tombée malade, même lorsque les factures médicales s'étaient empilées comme des congères, Roberto Cruz était resté un fantôme, envoyant des cartes postales occasionnelles de port que Daniel ne pouvait prononcer. La lettre dit qu'il m'a laissé quelque chose, continua Daniel, sa voix à peine plus qu'un murmure. Un bateau. Le visage de Sofia s'illumina. Un bateau? Comme un vrai bateau? Daniel faillit rire de son enthousiasme. D'après ceci, oui, un yacht des années 1970, amarré à Marina del Rey, poste 47B. Il regarda l'adresse que l'avocat avait incluse. Mais ma chérie, je suis sûr que ce n'est rien de spécial. Ton grand-père n'était pas vraiment riche. C'était un euphémisme. Roberto Cruz avait été ingénieur naval. Passant de navire en navire, de port en port, ne restant jamais assez longtemps quelque part pour accumuler grand-chose. Les quelques fois où Daniel l'avait vu enfant, les poches de Roberto contenaient des pièces de monnaie et des histoires qui sentaient le gazole et l'air marin, mais jamais d'argent, jamais de stabilité. On peut aller le voir, demanda Sofia, rebondissant légèrement sur le canapé. Daniel étudia le visage de sa fille, y voyant refléter les yeux pleins d'espoir de Maria. Après avoir perdu sa mère 2 ans auparavant, Sofia avait appris à trouver de la joie dans les petites choses, une résilience qui émerveillait et brisait le cœur de Daniel. Comment pouvait-il refuser la première étincelle d'enthousiasme sincère qu'il voyait chez elle depuis des mois? Ce week-end, promit-il. Mais ne te fais pas trop d'illusions, Mia. C'est probablement une vieille chose rouillée qui flotte à peine. Les jours suivants traînèrent en longueur sous le poids de la curiosité. L'écart de travail de Daniel à l'atelier de réparation de la marina lui semblait plus long que d'habitude, ses mains travaillant automatiquement sur les réparations de moteur tandis que son esprit vagabondait vers le poste 47B. Il avait grandi au milieu des bateaux, apprenant à distinguer le grondement d'un moteur en bon état du gémissement d'un moteur à bout de souffle. Son enfance avait été passée dans des chantiers navals de San Diego à Seattle, suivant le travail de Roberto, ne se sentant jamais vraiment à sa place. Lorsque le samedi matin arriva enfin, Daniel et Sofia prirent 2 bus pour atteindre Marina del Rey. Le trajet donna à Daniel le temps de préparer Sofia à la déception. Quoique Roberto ait laissé derrière lui, ce ne serait pas le yacht étincelant de leurs imaginations. N'oublie pas ce que j'ai dit sur le fait de garder les attentes basses, lui rappela Daniel alors qu'il marchait le long du quai, vérifiant les numéros.
2 postes. Je sais, papa, mais peut-être que ce n'est pas si mal. Ils trouvèrent le poste 47B assez facilement. Ce qu'ils y trouvèrent fit sombrer le cœur de Daniel. Le yacht était immense. Facilement 18 mètres de long, mais il semblait avoir été abandonné pendant des décennies. La fibre de verre autrefois blanche avait pris la couleur de vieux os, striés de taches de rouillé. D'algues vertes. Le pont était encombré de débris, de morceaux de bois pourris, et de ce qui ressemblait à un petit arbre poussant à travers une fissure dans le toit de la cabine. Les fenêtres étaient soit cassées, soit tellement encrassées par le sel qu'elles étaient opaques. Le navire entier penchait légèrement sur bâbord, lui donnant l'apparence de quelque chose de blessé, de claudiquant. « Oh » dit Sophia doucement, son enthousiasme précédent dégonflé. Un employé de la marina s'approcha d'eux, un homme buriné d'une 60aine d'années avec des rides permanentes de plissement autour des yeux. « Vous êtes le jeune Cruz ?»« Monsieur » corrigea Daniel automatiquement. « Daniel Cruz. Voici ma fille, Sophia. » L'employé de la marina fit un signe de tête vers le yacht. « C'est l'Espéranza Pura. Votre père paie les frais d'amarrage pour ce truc depuis 23 ans. Jamais un mois de retard. Nous pensions tous qu'il finirait par revenir la chercher. » Il haussa les épaules. « Désolé pour votre perte. » 23 ans, Daniel fixa le yacht en décomposition. Il a payé pour le garder n'importe quel port où il se trouvait. Nous avons essayé de le convaincre de le vendre, ou au moins de nous laisser le sortir et le mettre à la ferraille, mais Roberto était têtu. Il disait que c'était sa police d'assurance. L'employé de la marina gloussa. Assurance pourquoi? Je n'ai jamais compris. Daniel s'approcha du bateau, Sophia à ses côtés. De près, les dégâts semblaient encore pire. Le nom, Espéranza Pura, était à peine visible sur la poupe, la peinture si fanée qu'elle était plus un fantôme que des lettres. Espoir perdu. Même le choix des noms de son père était déprimant. « On peut monter à bord ?» demanda Sophia. L'employé de la marina hocha la tête. « C'est à vous maintenant. Soyez juste prudent. Certaines de ces planches pourraient être pourries. » Daniel testa la passerelle avec précaution avant de laisser Sophia le suivre sur le pont. Le yacht gémit sous leur poids, mais il tint bon. Malgré tout, la structure de base semblait solide. L'œil exercé de Daniel commença à voir au-delà de la décomposition, reconnaissant les vestiges de ce qui avait autrefois été un beau navire. « C'est plus grand que je ne le pensais » dit Sophia, regardant à travers une fenêtre de cabine cassée. « Les bateaux sont toujours plus grands à l'intérieur » répondit Daniel, faisant écho à quelque chose que Roberto lui avait dit des décennies auparavant. Ils passèrent une heure à explorer ce qu'ils pouvaient accéder en toute sécurité. La cabine était un désastre de dégâts des eaux et de débris, mais Daniel commença à voir le potentiel du yacht. La coque semblait solide malgré les dégâts esthétiques. Le compartiment moteur était scellé et pourrait être récupérable. Cela prendrait des mois de travail, peut-être des années. Mais l'Espéranza Pura pouvait naviguer à nouveau. « Qu'en penses-tu, Mia » demanda Daniel alors qu'il se préparait à partir. Sophia resta silencieuse un long moment, sa petite main posée sur la rambarde corrodée. « Je pense que grand-père l'aimait, dit-elle finalement. On ne paie pas pour quelque chose pendant 23 ans à moins de l'aimer. » Daniel sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Sa fille, à peine 8 ans, avait vu quelque chose qui l'avait complètement manqué. Cette nuit-là, après que Sophia se soit endormie, Daniel s'assit à leur table de cuisine avec une bière et les documents du yacht. L'Espéranza Pura avait été construite en 1974, appartenant à l'origine à un homme d'affaires de Newport Beach. Roberto l'avait achetée en 1982, selon les papiers, pour 43 000 $. C'était plus d'argent que Daniel n'avait jamais imaginé que son père possédât. Les seuls frais d'amarrage sur 23 ans auraient coûté à Roberto près de 60 000 $. Ajoutez l'assurance, l'enregistrement et les coûts divers, et Roberto avait investi bien plus de 100 000 $ pour maintenir ce yacht amarré et légal. Pourquoi faire? Daniel ne comprenait pas. Roberto n'y avait jamais vécu, ne l'avait même jamais visité, à la connaissance du personnel de la marina. Il avait simplement payé les factures depuis n'importe quel coin du monde où son travail l'avait mené, mois après mois, année après année.
Les semaines suivantes reprirent leur rythme habituel. Daniel faisait ses doubles quarts. Sophia allait à l'école et passait ses après-midi chez la voisine jusqu'à son retour à la maison. Mais quelque chose avait changé. Sophia posait constamment des questions sur le bateau. Pouvait-il le réparer? Pouvait-il le rendre beau à nouveau? Pouvait-il partir en mer avec? Un jour, se retrouva à dire Daniel, bien qu'il ne soit pas sûr de le penser. La réalité était brutale et simple. Même si Daniel avait les compétences pour restaurer le yacht, ce qu'il avait probablement, il n'avait ni le temps ni l'argent. Les matériaux seuls coûteraient des milliers de dollars qu'il n'avait pas. Leur budget mensuel était déjà serré. Entre le loyer, les charges, l'épicerie et les frais scolaires de Sophia. Mais l'image de l'Esperanza Pura restait avec lui. Dans les moments calmes au travail, pendant qu'il réparait les bateaux des autres, Daniel se surprenait à penser à ce qu'il faudrait pour redonner vie au yacht de Roberto. C'était devenu une énigme qu'il ne pouvait s'empêcher d'essayer de résoudre. La réponse lui vint. Un jeudi soir d'avril alors qu'il regardait Sophia se débattre avec ses devoirs de mathématiques à la table de la cuisine. Elle était frustrée, effaçant le même problème pour la 3e fois. « Je ne comprends pas pourquoi j'ai besoin d'apprendre ça, papa, dit-elle, les larmes aux yeux. Parce que comprendre comment les choses fonctionnent te rend puissant, répondit Daniel. Automatiquement, puis s'arrêta. Ses propres mots lui firent écho. Comprendre comment les choses fonctionnent te rend puissant. Ce week-end-là, Daniel ramena Sophia à Marina del Rey. Mais cette fois, ils apportèrent des outils. On va le réparer, demanda Sophia, les yeux brillants d'excitation. On va essayer, dit Daniel. Petit à petit. Ils commencèrent par les tâches les plus simples. Dégager les débris du pont, récurer des années de crasse, enlever la petite forêt qui avait pris racine dans diverses fissures et crevasses. C'était un travail satisfaisant, révélant des aperçus de la beauté originale du yacht sous des couches de négligence. Sophia se jeta dans le projet avec l'intensité que seuls les enfants peuvent avoir. Elle s'autoproclama chef du tri des débris. Inspectrice qualité, créant des piles de matériaux récupérables et de matériaux vraiment désespérés. Son commentaire continu maintenait le moral de Daniel pendant qu'il travaillait. Regarde. Papa, cette corde est encore bonne, et cette poulie a juste besoin d'huile, n'est-ce pas? Daniel dut sourire à son enthousiasme. Cette poulie s'appelle un palan. Et oui, elle a juste besoin d'être nettoyée et lubrifiée. Au fil des semaines qui se transformèrent en mois, leur projet de restauration du week-end devint le point culminant de leur devis. Daniel enseigna à Sophia les différents types de bois, comment reconnaître les fissures de tension dans la fibre de verre, l'importance d'une bonne ventilation dans les environnements marins. Sophia absorba tout comme une éponge, posant des questions qui faisaient souvent réfléchir Daniel plus profondément sur ses propres connaissances. Pourquoi les bateaux ont-ils besoin de peinture spéciale, papa? Parce que la peinture ordinaire ne peut pas supporter l'eau salée et le mouvement constant. Tout sur un bateau doit être plus solide que sur terre. Comme nous? Oh, comme nous. Daniel s'interrompit dans son ponçage pour regarder sa fille. Qu'est-ce que tu veux dire? Après la mort de maman, nous avons dû être plus forts que les autres. Des gens d'eau salée. La simplicité et la justesse de son observation coupèrent le souffle de Daniel. Oui, Mia, comme nous. En juillet, ils avaient dépouillé le yacht jusqu'à l'essentiel et commençaient le processus de reconstruction. Daniel utilisa ses relations à l'atelier de réparation de la marina pour se procurer des matériaux à prix coûtant, et plusieurs de ses collègues avaient offert leur aide. Le week-end en échange de bière et des sandwichs faits maison de Sophia. L'Esperanza Pura se transformait lentement d'une épave en quelque chose qui ressemblait à nouveau à un yacht. Des patchs de fibres de verre frais couvraient les pires dégâts. Du nouveau bois remplaçait les planches de pont pourries. Les fenêtres de la cabine étaient remplacées par du Lexan qui ne se briserait plus jamais. C'est pendant cette phase que Daniel fit la découverte qui changea tout. Il travaillait seul dans le compartiment moteur un samedi matin pendant que Sophia assistait à une fête d'anniversaire. Le moteur d'origine était irrécupérable, mais Daniel le retirait méthodiquement pour faire de la place à un moteur reconditionné qu'il avait trouvé dans un chantier de démolition de bateaux. C'était un travail éreintant dans l'espace confiné, lui demandant de débrancher des dizaines de câbles et de tuyaux avant que le moteur puisse être soulevé. C'est alors qu'il remarqua
quelque chose d'étrange sur l'une des cloisons. Ce qui aurait dû être un mur solide avait une jointure le long d'un bord, à peine visible à moins d'être allongé sur le dos avec une lampe de poche. Ce que Daniel était. Il sonda la jointure avec un tournevis, la sentant céder légèrement. Ce n'était pas un dommage structurel. C'était intentionnel, un compartiment caché. Le rythme cardiaque de Daniel s'accéléra alors qu'il s'efforçait d'ouvrir ce qui se révéla être un panneau soigneusement dissimulé. Derrière lui se trouvait un espace d'environ 90 cm de large et 60 cm de profondeur. Complètement isolé du reste du bateau. Et à l'intérieur de cet espace se trouvait une boîte métallique de la taille d'une mallette, enveloppée dans plusieurs couches de plastique épais. Les mains de Daniel tremblaient alors qu'il sortait la boîte de sa cachette. Elle était lourde, environ 15 kg, et quelque chose teintait à l'intérieur lorsqu'il la déplaçait. Le cadenas était corrodé. Mais intact, et il n'y avait aucune clé en vue. Il regardait toujours la boîte lorsque Sophia revint de la fête d'anniversaire, rebondissant presque sur le bateau dans sa robe de fête essai. Basket. Papa, le papa de Cathy nous a laissé conduire leur bateau autour de la marina. Enfin, pas vraiment conduire, mais j'ai pu tenir le volant et tout. Qu'est-ce que c'est? Daniel regarda ça. Fille, puis la mystérieuse boîte. Je ne suis pas encore sûr, Mia. Je l'ai trouvée cachée dans le compartiment moteur. Les yeux de Sophia s'agrandirent. Comme un trésor? Probablement pas. Un trésor. Plus probablement juste des papiers ou des outils que ton grand-père y a rangés. Mais même en le disant, Daniel n'était pas convaincu. Pourquoi cacher des papiers? Et quel genre? D'outils teintés comme des pièces de monnaie? Ils ramenèrent la boîte à la maison ce soir-là, et Daniel passa une heure à essayer de crocheter le cadenas avec divers ustensiles ménagers avant d'abandonner. Le lendemain, il l'apporta à son ami Carlos à la marina, qui avait les outils appropriés. « Tu es sûr de vouloir l'ouvrir » demanda Carlos, examinant le mécanisme corrodé. « Il vaudrait peut-être mieux laisser certains mystères non résolus. »« J'ai besoin de savoir, » dit Daniel. « Sophia et moi avons mis des mois de travail sur ce bateau. S'il y a quelque chose à l'intérieur qui nous concerne, j'ai besoin de savoir ce que c'est. » Carlos haussa les épaules et se mit au travail avec ses crochets de serrurier. Il lui fallut 20 minutes pour traverser la corrosion et ouvrir délicatement le mécanisme. Le cadenas cliqua avec un son comme un soupir. Daniel souleva le couvercle, ne sachant pas à quoi s'attendre. Ce qu'il trouva le fit s'asseoir lourdement sur l'établi de Carlos. La boîte était doublée d'un matériau imperméable et divisée en plusieurs compartiments. La section la plus grande contenait des piles soignées de ce qui ressemblait à des documents officiels, chacun enveloppé dans du plastique. Mais ce furent les autres compartiments qui firent s'embrouiller la vue de Daniel. Des obligations aux porteurs, des dizaines d'entre elles, émises par des banques en Suisse, au Panama et aux îles Caïmans. Les dates allaient de 1973 à 1979. Et les dénominations étaient stupéfiantes. 500 000 $ ici, 1 million de dollars là. Le calcul mental de Daniel perdait constamment le compte. Mais il y avait plus. Des pièces d'or remplissaient un compartiment, des crus-gérants sud-africains et des maple leaf canadiens nichés dans de la mousse comme des œufs précieux. Une autre section contenait de rares pièces d'argent, des American Eagles et des Mexican Libertad, qui brillaient sous les lumières de l'atelier de Carlos. Et dans le plus petit compartiment, enveloppé dans un tissu huilé, se trouvaient de petits lingots de ce qui ne pouvait être que du platine, chacun estampillé de numéros de certification et de poids. Madre de Dio, murmura Carlos, regardant par-dessus l'épaule de Daniel. Où Roberto a-t-il eu tout ça? Les mains de Daniel tremblaient alors qu'il ramassait l'une des obligations au porteur, 2 millions de dollars, émise par le Crédit Suisse en 1975. Le papier semblait substantiel, réel, mais les chiffres paraissaient impossibles. Je ne sais pas, dit Daniel. Je ne sais rien de tout ça. Il y avait aussi des documents, et Daniel se força à les examiner avec le même soin qu'il accorderait aux spécifications d'un moteur. Des manifestes d'expédition des années 1970 listant des transferts de cargaison entre navires dans les eaux internationales. Des connaissements pour des machines et de l'électronique se déplaçant des ports européens vers des destinations sud-américaines.
et une correspondance écrite de la main soigneuse de Roberto discutant de routes alternatives et d'optimisation douanière. Daniel commença à reconstituer une histoire qu'il n'était pas sûr de vouloir comprendre. Dans les années 1970, Roberto n'avait pas seulement été un ingénieur naval. Il avait fait partie de quelque chose de plus grand, de plus complexe. Les documents suggéraient une implication dans un syndicat de transport maritime offshore qui déplaçait des cargaisons en dehors des canaux normaux, évitant l'instabilité politique et le chaos économique qui affligeait plusieurs pays d'Amérique du Sud pendant cette période. Ce n'était pas illégal, dit Daniel à voix haute, autant pour se convaincre que pour informer Carlos. Regardez ces manifestes. Tout est documenté. Ils utilisaient juste des transferts offshore pour éviter les complications. Carlos hocha la tête, mais son expression resta sceptique. Peut-être. Mais pourquoi le cacher? Pourquoi le garder secret pendant toutes ces années? Daniel étudia la correspondance plus attentivement. Les lettres brossaient un tableau d'hommes d'affaires légitimes, essayant de naviguer dans des situations politiques impossibles. Lorsque les gouvernements changeaient du jour au lendemain et que les monnaies s'effondraient sans avertissement, des approches alternatives devenaient nécessaires pour la survie. Les lettres de Roberto parlaient de préserver la valeur en période d'incertitude et de maintenir des actifs liquides indépendants des structures politiques. Il semblait que Roberto et ses associés avaient protégé les investissements de leurs clients en les déplaçant offshore, en les convertissant en instruments aux porteurs qui ne pouvaient être gelés ou confisqués par des gouvernements instables. Il essayait d'aider les gens, dit Daniel lentement. Ce n'étaient pas des activités criminelles. C'étaient des mesures d'urgence. Le dernier document de la boîte était une lettre adressée personnellement à Daniel, écrite de la main familière de Roberto et datée de seulement 6 mois avant sa mort. Mon fils, si tu lis ceci. Alors je suis parti, et l'Esperanza Pura est enfin revenu chez quelqu'un qui pourrait comprendre sa valeur. Les choix que j'ai faits dans les années 1970 n'étaient pas parfaits, mais ils étaient nécessaires. Lorsque les gouvernements tombaient et que les monnaies devenaient sans valeur du jour au lendemain, nous trouvions des moyens de préserver ce que les gens avaient construit de leur vie. Les actifs de cette boîte représentent ma part de ces efforts. Je ne les ai jamais dépensés parce que je n'en ai jamais eu besoin. Mes besoins étaient simples, et mon travail me fournissait suffisamment pour la vie que j'ai choisie. Mais tu as des besoins différents, des responsabilités différentes. Tu as Sofia. Utilise cela sagement, Daniel, non pas pour fuir ta vie, mais pour construire la vie que tu mérites. La vie que je n'ai jamais appris à te donner. Ton père, Roberto Cruz. Daniel lut la lettre 3 fois avant que les mots ne s'imprègnent vraiment. Roberto avait tout planifié. Toutes ces années à payer les frais d'amarrage, toutes ces années à entretenir un yacht qu'il ne visitait jamais, avaient été une préparation pour ce moment. Combien penses-tu que ça vaut? Demanda Carlos doucement. Daniel regarda à nouveau les obligations au porteur, ajoutant des chiffres qui lui semblaient toujours irréels. Je ne sais pas. Des millions. Peut-être beaucoup de millions. Ils passèrent le reste de l'après-midi à rechercher les valeurs actuelles des différents actifs. Les obligations au porteur, si elles étaient toujours valides, représentaient plus de 200 millions de dollars. L'or et le platine ajoutaient 50 millions de dollars. Les pièces rares, selon leur état et la demande du marché, pouvaient valoir 30 millions de dollars ou plus. 280 millions de dollars, dit Daniel alors qu'il refermait la boîte. À peu près. Carlos laissa échapper un sifflement bas. Qu'est-ce que tu vas faire? Daniel resta silencieux un long moment, fixant la boîte qui contenait plus de richesses qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Je vais rentrer à la maison et préparer le dîner pour ma fille. Et puis je vais réfléchir très attentivement au genre d'homme que je veux être. Ce soir-là, Daniel s'assit à la table de la cuisine pendant que Sofia faisait ses devoirs, la boîte métallique posée sur le sol à côté de sa chaise. Tout dans leur vie pouvait changer du jour au lendemain. Plus de double quart. Plus de choix entre l'épicerie et les fournitures scolaires. Plus de nuits blanches à se demander comment payer le loyer. Mais avec cette possibilité venaient d'autres questions qui n'avaient pas de réponse facile. « Papa, tu es bizarre, » dit Sofia, levant les yeux de son cahier de mathématiques. Tu ne cesses de regarder dans le vide. Désolé, Mia. Je pensais juste à des choses du travail. C'est à propos du bateau?
On va toujours travailler dessus ce week-end? Daniel regarda sa fille. Il la regarda vraiment. Elle avait 8 ans et était déjà résiliente au-delà de son âge. Elle avait vu sa mère mourir lentement dans un lit d'hôpital, aider à emballer leur vie. Dans des cartons quand ils ne pouvaient plus se permettre leur ancien appartement, appris à faire des sandwichs pour le dîner quand Daniel travaillait tard. Mais elle était encore une enfant. Elle croyait encore que le travail acharné et l'amour pouvaient tout réparer. Que l'Espéranza Pura naviguerait à nouveau parce qu'ils étaient prêts à poncer, peindre et réparer. Elle n'avait pas besoin de connaître les obligations aux porteurs, les syndicats offshore ou les complexités de la richesse héritée. Oui, dit Daniel, nous allons absolument travailler sur le bateau ce week-end. Ce qu'il ne lui dit pas, c'est que la nature de ce travail était sur le point de changer radicalement. Les quelques semaines suivantes furent un équilibre délicat entre le maintien de la normalité et la compréhension de l'ampleur du cadeau de Roberto. Daniel fit des recherches sur les implications légales des obligations aux porteurs, consulta des conseillers financiers et commença lentement le processus de conversion d'une partie des actifs en forme plus gérable. Les obligations étaient légitimes, émises par des banques respectables, et toujours honorées malgré leur âge. Les métaux précieux étaient facilement vérifiés et évalués. Même les pièces rares se révélèrent authentiques et précieuses. Mais Daniel avança lentement, ne convertissant que de petites sommes à la fois. Il remboursa leur dette médicale due à la maladie de Maria, rattrapa le loyer et ouvrit un modeste compte d'épargne universitaire pour Sofia. Pour le monde extérieur, rien ne changea. Ils vivaient toujours dans le même appartement. Daniel travaillait toujours à la marina. Sofia fréquentait toujours la même école. La seule différence était les week-ends à l'Espéranza Pura, où Daniel avait désormais accès aux ressources nécessaires pour effectuer la restauration correctement. « Regarde, papa » appela Sofia un samedi matin d'octobre. Le pont est tout lisse. Daniel sourit à son excitation. Le nouveau pont en teck avait été cher, mais il transforma complètement l'apparence du yacht. Au lieu de planches pourries et dangereuses, l'Espéranza Pura arborait désormais un pont digne de n'importe quelle marina de luxe. « Qu'est-ce qu'on fait après » demanda Sofia, passant ses mains sur le bois immaculé. « Maintenant, nous commençons l'intérieur, » dit Daniel. Nouvelle cuisine, nouvel équipement de navigation, nouvelle sellerie. Nous allons la rendre magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur. La restauration intérieure devint l'heure. Projet d'hiver. Daniel avait pris un congé de l'atelier de réparation de la marina, officiellement pour s'occuper de la succession de son père, en réalité pour se consacrer au yacht à plein temps. Avec des ressources illimitées, le travail progressa à un rythme qui étonna tous ceux qui le virent. Des entrepreneurs professionnels gérèrent les travaux structurels majeurs, mais Daniel et Sofia firent une grande partie du travail de détail eux-mêmes. Sofia devint experte en application de vernis marin, ses petites mains étant parfaites pour atteindre les coins étroits. Daniel lui enseigna les systèmes électriques, la plomberie et les centaines de petits détails qui faisaient la différence entre un bateau et une maison. Pourquoi le rendons-nous si beau si nous n'allons jamais y vivre? Demanda Sofia un jour alors qu'ils installaient de nouveaux éclairages LED dans le salon principal. Daniel s'arrêta dans son travail. Il n'avait jamais vraiment discuté de ce qu'il comptait faire du yacht une fois restauré. Dans son esprit, la restauration était devenue une fin en soi, une façon d'honorer la mémoire de Roberto et de donner à Sofia quelque chose de positif. Sur quoi se concentrer? Que aimerais-tu en faire? Demanda-t-il. Sofia y réfléchit sérieusement. Je pense que nous devrions le partager. Maman disait toujours, les meilleures choses sont celles que l'on partage avec les autres. Daniel sentit cette tension familière dans sa poitrine qui survenait chaque fois que Sofia disait par inadvertance quelque chose de profond. Qu'est-ce que tu veux dire par partager? Eh bien, tu m'apprends des choses sur les bateaux et les moteurs et tout ça. Peut-être que nous pourrions aussi enseigner à d'autres enfants. Des enfants dont les papas travaillent sur des bateaux comme toi, mais qui n'ont pas leur propre bateau pour apprendre. L'idée prit racine immédiatement dans l'esprit de Daniel. Une salle de classe flottante, un endroit où les enfants de familles modestes pourraient apprendre des compétences maritimes, des concepts STEAM, des sciences de l'environnement. L'Espéranza Pura était assez grande pour accueillir des groupes, et avec un équipement approprié, elle pouvait servir de véritable ressource éducative. C'est une idée brillante, Mia, dit Daniel.
Absolument brillante. Au printemps, la transformation du yacht était achevée. L'Esperanza Pura ne ressemblait en rien à l'épave délabrée que Daniel et Sofia avaient abordée pour la première fois près d'un an auparavant. La fibre de verre blanche et fraîche brillait sous le soleil du matin. Les boiseries claires scintillaient comme des bijoux. Les fenêtres de la cabine offraient des vues cristallines sur la marina. Mais la véritable transformation se trouvait sous le pont. Daniel avait travaillé avec des architectes navals pour reconfigurer les espaces intérieurs afin d'optimiser leur valeur éducative. Le salon principal comportait des postes informatiques et un tableau interactif pour les présentations. La cuisine avait été agrandie pour accueillir des cours de cuisine et des démonstrations de sciences alimentaires. Même le compartiment moteur avait été repensé avec des fenêtres d'observation et des garde-corps de sécurité afin que les étudiants puissent observer les systèmes mécaniques en fonctionnement. Le premier groupe d'élèves arriva un samedi matin de mai, 12 enfants du centre communautaire local, âgés de 8 à 14 ans, la plupart issus de familles où au moins un parent travaillait dans l'industrie maritime. Sofia s'autoproclama assistante d'instructeur et guide touristique, menant les enfants nerveux à travers le yacht avec la confiance de quelqu'un qui avait poncé chaque surface et testé chaque système personnellement. Voici la station de navigation, annonça TL au groupe. Papa dit que savoir où l'on est la chose la plus importante sur un bateau. En plus de ne pas couler, bien sûr. Daniel regarda sa fille partager ses connaissances avec des enfants qui lui ressemblaient exactement un an auparavant. Avide de quelque chose en quoi croire, de quelque chose vers quoi travailler. Le parallèle ne lui échappa pas. Le programme se développa rapidement grâce aux bouche à oreille. Les parents qui travaillaient à la marina firent passer le mot à d'autres familles. Les enseignants entendirent parler de la classe flottante et demandèrent des sorties scolaires. Les journaux locaux reprirent l'histoire du yacht restauré et de sa mission éducative. En 6 mois, Daniel avait embauché 2 instructeurs à temps plein et programmait des activités 7 jours sur 7. L'Esperanza Pura accueillait des cours de sécurité maritime de base au projet de recherche avancée en biologie marine en partenariat avec des universités locales. Mais le programme qui comptait le plus pour Daniel était l'atelier du week-end pour les parents célibataires et leurs enfants. Ces sessions combinaient des compétences pratiques d'entretien de bateau avec des leçons de vie plus larges sur la persévérance, la résolution de problèmes et l'importance d'avoir un objectif commun. Vous savez ce qu'il y a de mieux, dit Sofia un soir alors qu'il rangeait après une journée particulièrement réussie. Avec un groupe d'adolescents. Tous ceux qui viennent ici repartent différents de ce qu'ils étaient à leur arrivée. Daniel s'interrompit dans son inventaire d'équipements. Différents comment? Plus heureux, comme s'ils se souvenaient de quelque chose qu'ils avaient oublié, ou apprenaient quelque chose qu'ils ne savaient pas qu'ils voulaient savoir. Daniel regarda le salon principal du yacht, désormais équipé de tout le nécessaire pour inspirer la prochaine génération de professionnels maritimes, d'ingénieurs et de scientifiques. Il y a un an, cet espace n'était qu'une ruine, endommagé par l'eau. Maintenant, il bourdonnait de possibilités. Tu sais ce que je pense, Mia? Je pense que ton grand-père serait fier. Sofia hocha sérieusement la tête. Je pense qu'il savait que cela arriverait. Pas exactement ça, mais quelque chose de bien. C'est pourquoi il a continué à payer pour le bateau toutes ces années. Il attendait que nous le trouvions. Daniel n'y avait jamais pensé de cette façon, mais l'interprétation de Sofia avait du sens. L'investissement de Roberto n'avait pas porté sur le yacht lui-même, mais sur le potentiel qu'il représentait. Le potentiel pour Daniel de devenir le père que Roberto n'avait jamais appris à être. Le potentiel pour Sofia de grandir avec des ressources et des opportunités que Roberto n'avait jamais pu offrir. Les obligations aux porteurs et les métaux précieux restèrent en grande partie intactes, convertis seulement aux besoins pour financer les programmes éducatifs et entretenir le yacht. Daniel avait découvert qu'avoir suffisamment d'argent rendait l'argent lui-même moins important. La véritable richesse était de voir les enfants découvrir leurs propres capacités. De voir des parents et des enfants travailler ensemble vers des objectifs communs. De savoir que l'Esperanza Pura continuerait à servir sa communauté longtemps après le départ de Daniel et Sofia. Un soir de décembre, exactement 2 ans après avoir reçu la lettre de l'avocat, Daniel et Sofia étaient assis sur le pont du yacht, regardant le coucher de soleil peindre la marina de teintes d'or et d'orange.
Les groupes d'étudiants du week-end étaient rentrés chez eux, et ils avaient le bateau pour eux seuls. « Papa, » dit Sofia, sa voix pensive. « Oui, Mia. Tu penses qu'on est riche maintenant ?» Daniel considéra la question attentivement. Selon toute mesure financière, ils étaient riches au-delà de l'imagination. Les actifs restants de la collection de Roberto pourraient financer des modes de vie somptueux pour plusieurs générations. Ils possédaient un yacht de grande valeur entièrement payé, vivaient dans un bel appartement qu'ils avaient acheté contents, et ne s'inquiéteraient plus jamais des factures médicales ou des frais de scolarité. Mais ce n'était pas ce que Sofia demandait vraiment. « Nous avons toujours été riches, » dit finalement Daniel. « Nous ne le savions. » Juste pas, Sofia se pencha contre son épaule, regardant un pélican plonger pour pêcher près de l'entrée de la marina. « Parce que nous avions l'un l'autre. Parce que nous avions l'un l'autre et parce que nous savions travailler dur pour les choses qui comptent. L'argent a juste rendu plus facile de voir ce qui était déjà là. » Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel assombri, Daniel songea au chemin qui les avait menés à ce moment. Le désespoir et le chagrin qui avaient défini leur vie après la mort de Maria semblaient désormais des souvenirs lointains, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'elle s'était transformée en quelque chose de significatif. Le cadeau de Roberto n'avait pas été les obligations aux porteurs ou les métaux précieux, bien que ceci ait certainement été utile. Le véritable cadeau de Roberto avait été le yacht lui-même. Le navire qui les avait fait passer de la survie au sens de l'isolement à la communauté. L'Espéranza Pura, espoir perdu. Mais l'espoir, Daniel l'avait appris, n'était jamais vraiment perdu. Parfois, il était juste caché dans la coque d'un vieux bateau, attendant que les bonnes personnes le trouvent et lui redonnent vie. « On rentre à la maison » demanda Sofia, bien qu'elle ne fît aucun mouvement pour se lever. « Encore quelques minutes. » dit Daniel. « Profitons encore un peu. » Au-dessus d'eux, les nouveaux feux de navigation à l'aide du yacht restauré projetaient une douce lueur sur l'eau. Quelque part dans la marina. D'autres familles luttaient probablement avec les mêmes défis que Daniel et Sofia avaient autrefois rencontrés. Demain, certaines de ces familles visiteraient l'Espéranza Pura et découvriraient, peut-être pour la première fois, que l'espoir pouvait être reconstruit, une planche à la fois, une leçon à la fois, un rêve à la fois. Le vieux yacht se balançait doucement à son poste, plus perdu, plus oublié. Il avait enfin trouvé son but, tout comme Daniel et Sofia avaient trouvé le leur. Et le matin, ils retourneraient pour continuer le travail qui était devenu leur joie. Leur mission et leur cadeau à une communauté qui les avait tous deux adoptés. L'Espéranza Pura continuait de naviguer, portant sa cargaison de rêves vers les aventures que demain pourrait apporter. Mais ces aventures arrivèrent plus tôt que Daniel ne l'avait prévu, et d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Cela commença par un appel téléphonique un mardi matin pluvieux de janvier. Daniel était dans l'atelier du yacht, aidant un groupe de lycéens à reconstruire un petit moteur hors-bord lorsque son téléphone sonna avec un numéro inconnu. « Monsieur Cruz, ici le docteur Sarah Chen de l'Institut d'Océanographie Scrip. J'ai suivi votre travail avec l'Espéranza Pura, et j'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. » Daniel s'éloigna des élèves, intrigué. « Quel genre de proposition ? » Nous lançons une nouvelle initiative de recherche axée sur l'éducation à la conservation marine, et nous avons besoin d'une plateforme qui puisse servir à la fois de salle de classe et de navire de recherche. Votre yacht a exactement les capacités que nous recherchons. Seriez-vous intéressé par un partenariat ? La conversation qui s'ensuivit changea tout. Le docteur Chen expliqua que Scrip avait reçu une subvention importante pour étudier l'acidification des océans et ses effets sur les écosystèmes marins le long de la côte californienne. Les navires de recherche traditionnels étaient coûteux et intimidants pour les jeunes étudiants. Mais l'Espéranza Pura pouvait servir de pont entre la science sérieuse et l'éducation accessible. Nous parlons de vraie recherche, souligna le docteur Chen, de travaux de qualité pour publication qui contribuent à notre compréhension des impacts du changement climatique, mais menés par des lycéens et des étudiants sous supervision professionnelle. Votre yacht serait la plateforme parfaite pour ce genre de sciences collaboratives. Daniel se retrouva à dire oui avant d'avoir pleinement compris à quoi il s'engageait. En quelques semaines, l'Espéranza Pura fut équipée d'équipements supplémentaires, des dispositifs d'échantillonnage d'eau, des caméras sous-marines et des capacités de laboratoire mobile qu'il a
transformèrent d'un navire éducatif en une véritable plateforme de recherche. Sophia, maintenant âgée de 9 ans et de plus en plus sophistiquée dans sa compréhension de la mission du yacht, était fascinée par les nouvelles additions. Allons-nous être de vrais scientifiques maintenant, papa? Nous allons aider de vrais scientifiques, corrigea Daniel, et peut-être apprendre à être nous-mêmes des scientifiques. La première expédition de recherche fut lancée par un matin frais de mars. 12 lycéens de diverses écoles de San Diego, 4 étudiants de premier cycle, 2 étudiants de troisième cycle et le docteur Chen elle-même composaient l'équipage. Daniel servit de capitaine et de coordinateur mécanique, tandis que Sophia s'était débrouillée pour devenir la spécialiste officielle de la documentation de l'expédition. Mon travail est de m'assurer que tout le monde se souvienne de ce que nous avons appris, annonça-t-elle au groupe réuni avec le sérieux d'une personne 3 fois son âge. L'objectif de l'expédition était de collecter des échantillons d'eau et des spécimens de vie marine à différentes profondeurs le long d'un transect de la marine à eau bord du plateau continental. Les données contribueraient à une étude plus vaste de l'évolution de la chimie des océans et de ses effets sur tout, du plancton aux populations de poissons. Daniel s'était inquiété que la gestion d'un yacht rempli d'adolescents tout en menant des travaux scientifiques sérieux soit chaotique. Au lieu de cela, il découvrit que donner aux jeunes une réelle responsabilité pour un travail significatif faisait ressortir des capacités qu'il n'aurait jamais soupçonnées. Marcus, un jeune de 17 ans issu d'une famille en difficulté de National City, se révéla avoir une compréhension intuitive de la chimie de l'eau qui impressionna même le docteur Chen. Les relevés de pH ne correspondent pas à ce que nous attendions, observa-t-il le deuxième jour d'échantillonnage. Soit nos instruments sont faux, soit l'eau ici est plus acide que les modèles ne l'avaient prévu. Des tests supplémentaires confirmèrent l'observation de Marcus. L'eau de leur zone d'étude était effectivement plus acide que prévu, une découverte qui contribuerait finalement à une compréhension révisée de la variation de l'acidification côtière en fonction des conditions locales. Samantha, une jeune de 16 ans discrète qui parlait rarement dans ses cours habituels, s'anima en discutant de la vie microscopique qu'ils observaient dans leurs échantillons. Regardez la dégradation des coquilles chez ces ptéropodes, dit-elle en ajustant la mise au point du microscope. L'acidification dissout littéralement leur maison pendant qu'ils y vivent. Sophia documenta tout avec la rigueur de quelqu'un qui comprenait que les détails importaient. Ses notes et photographies capturèrent non seulement les découvertes scientifiques, mais aussi le processus de découverte lui-même. L'excitation lorsque les instruments détectaient des relevés inattendus. La coopération minutieuse requise pour gérer des équipements sensibles en milieu marin. Le développement progressif de la confiance à mesure que les étudiants réalisaient qu'ils contribuaient à de véritables connaissances scientifiques. Les expéditions de recherche devinrent un programme régulier, l'Espéranza Pura accueillant des voyages mensuels qui combinaient la collecte de données avec l'apprentissage pratique. La nouvelle se répandit dans la communauté universitaire. Et bientôt Daniel reçut des demandes d'universités de toute la côte. Mais ce fut un appel de Washington DC qui le surprit vraiment. Monsieur Cruz, ici Jennifer Walsh de la National Science Foundation. Nous comprenons que vous avez développé un modèle unique combinant éducation et recherche à l'aide d'un navire privé. Nous aimerions discuter des opportunités de financement pour étendre votre programme à l'échelle nationale. La réunion de la NSF, menée par visioconférence depuis le salon principal du yacht, introduisit Daniel dans un monde qu'il n'avait jamais connu. Les agences fédérales recherchaient activement de nouvelles approches en matière d'enseignement des sciences, en particulier des modèles capables d'atteindre les communautés mal desservies et d'inspirer les étudiants qui, autrement, n'auraient pas envisagé de carrière scientifique. Votre programme aborde simultanément plusieurs de nos domaines prioritaires, expliqua Madame Walsh. L'enseignement des STEAM, la recherche sur le changement climatique et l'engagement communautaire. Nous sommes prêts à offrir un financement important pour vous aider à développer un modèle reproductible que d'autres organisations pourraient adopter. Le financement, lorsqu'il se matérialisa 6 mois plus tard, fut suffisamment important pour transformer entièrement le programme. Daniel se retrouva à embaucher du personnel professionnel, à élaborer des normes de programmes d'études formelles et à travailler avec des constructeurs de bateaux pour concevoir une nouvelle catégorie de navires de recherche éducative basés sur le modèle de l'Espéranza Pura. Sophia, maintenant âgée de 10 ans et de plus en plus impliquée dans la planification du programme, avait ses propres idées sur l'expansion. Si nous voulons enseigner aux gens dans d'autres endroits,
nous devons aller dans d'autres endroits, annonça-t-elle lors d'une de leurs séances de planification du soir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que nous devrions emmener le bateau dans différents ports, différentes villes. Tout le monde ne peut pas venir à San Diego. Mais si nous leur apportons les programmes. Daniel regarda sa fille, une fois de plus, étonné par sa perspicacité. L'Esperanza Pura était, après tout, un yacht. Il était conçu pour voyager. Pourquoi leurs programmes éducatifs devraient-ils se limiter à leur marina d'attache? La première expédition vers un autre port fut une affaire prudente. Daniel choisit la baie de San Francisco. Comme destination, un voyage relativement court qui leur permettrait de tester la logistique de la programmation mobile sans s'éloigner trop de leur base. Le yacht se comporta magnifiquement pendant les 3 jours de voyage vers le nord. Ses moteurs restaurés ronronnaient en douceur. Ses systèmes de navigation fonctionnaient parfaitement, et ses espaces éducatifs restaient confortables et fonctionnels même par mer modérée. Mais ce fut leur accueil à San Francisco qui valida vraiment la vision de Sophia. Les communautés locales de sciences marines avaient entendu parler de leur travail et étaient impatientes de participer. Quelques heures après leur arrivée, l'Esperanza Pura accueillait des programmes pour les étudiants de la région de la baie qui n'avaient jamais eu accès à ce type d'éducation marine pratique. C'est comme amener l'université aux étudiants au lieu d'attendre que les étudiants viennent à l'université, observa le docteur Patricia Rodriguez, une biologiste marine de l'UC San Francisco qui participa à plusieurs de leurs programmes. Le succès à San Francisco entraîna des invitations d'autres communautés côtières, Monterey, Santa Barbara, Los Angeles, Newport Beach. Chaque port offrait de nouvelles opportunités de collaboration avec des institutions locales et de servir des communautés qui avaient été mal desservies par les ressources éducatives traditionnelles. Mais ce fut leur expédition au Mexique qui marqua la véritable expansion de leur mission. L'invitation vint du docteur Miguel Hernandez, directeur des études marina. L'Universidad Autónoma de Baja California à Ensenada. Nous avons de nombreux étudiants ici qui rêvent de carrière en sciences marines, expliqua-t-il lors de leur première conversation. Mais ils n'ont pas accès aux opportunités de recherche que les étudiants aux États-Unis tiennent pour acquises. Votre programme pourrait-il servir des étudiants des 2 côtés de la frontière? Daniel était intrigué par les possibilités internationales, mais aussi préoccupé par la logistique. Nos programmes sont conçus pour des étudiants anglophones. Je ne suis pas sûr de leur efficacité en espagnol. Le docteur Hernandez rit. Monsieur Cruz, avec tout le respect que je vous dois, la science marine est un langage universel, et beaucoup de nos étudiants parlent un excellent anglais. De plus, ne serait-il pas précieux pour vos étudiants américains de faire l'expérience de la collaboration internationale? La première expédition binationale fut prévue pour octobre. 6 mois de planification impliquèrent une coordination entre les institutions éducatives, les agences gouvernementales et les autorités maritimes des 2 pays. L'Esperanza Pura passerait 2 semaines basées à Ensenada, accueillant des groupes mixtes d'étudiants américains et mexicains pour des projets de recherche collaboratifs. Sophia était particulièrement enthousiasmée par cette expansion. Allons-nous apprendre l'espagnol, demanda-t-elle alors qu'ils se préparaient pour le voyage vers le sud. Nous allons essayer, répondit Daniel. Bien que je soupçonne que tu apprendras plus vite que moi. La traversée vers Ensenada fut le premier véritable voyage en mer de Sophia, et Daniel observa nerveusement sa fille expérimenter le mouvement du yacht en pleine mer. Mais elle s'adapta rapidement, passant des heures sur le pont, regardant les dauphins accompagner le bateau et apprenant à lire les subtils changements dans les motifs des vagues qui indiquaient un changement de temps. C'est différent ici, observa-t-elle alors qu'ils approchaient de la côte mexicaine. L'eau a l'air différente, sans différente, même l'air est différent. Chaque partie de l'océan a sa propre personnalité, acquiesça Daniel. C'est l'une des choses que ton grand-père a essayé de m'apprendre quand j'étais jeune. Chaque port, chaque portion de côte a son propre caractère. Leur accueil à Ensenada dépassa toutes les attentes. Les étudiants mexicains apportèrent des perspectives et des questions qui remirent en question des hypothèses que Daniel n'avait même pas réalisé qu'il faisait. Les étudiants américains découvrirent que les barrières linguistiques disparaissaient lorsque tout le monde était concentré sur la compréhension des mêmes phénomènes naturels. Carlos, un étudiant mexicain de 19 ans en biologie marine, travailla en parfaite harmonie avec Jennifer,
une jeune de 17 ans de San Diego, pour analyser des échantillons d'eau qui montraient des schémas de pollution inattendus près du port. Leur collaboration nécessita une combinaison d'espagnol, d'anglais et du langage universel de l'enquête scientifique. Les niveaux de contamination ici sont beaucoup plus élevés que ceux que nous avons mesurés à San Diego, observa Jennifer, étudiant leurs données. Carlos hocha la tête, passant d'une langue à l'autre en expliquant. Les conditions locales. Oui, l'activité industrielle ici est plus concentrée. Pero, mais regardez ces relevés plus au large. La qualité de l'eau s'améliore considérablement une fois que vous vous éloignez de l'influence côtière immédiate. Leurs découvertes contribuèrent à un article de recherche qui fut finalement publié dans une revue à comité de lecture, les deux étudiants étant co-auteurs aux côtés du Dr Hernandez et du Dr Chen. Ce fut la première publication issue du programme de recherche de l'Esperanza Pura, mais ce ne serait pas la dernière. Sofia documenta toute l'expédition d'Ensenada avec sa rigueur caractéristique, mais ses notes de ce voyage incluaient des observations sur les échanges culturels qui allaient bien au-delà de l'éducation scientifique. Les gens sont des gens partout, écrivit-elle dans son journal. Ils veulent apprendre des choses, aider leur famille et améliorer leur communauté. Le langage est différent. Mais l'envie est la même. Le succès du programme binational conduisit à des invitations internationales supplémentaires. Des institutions de recherche marine au Canada, au Chili et même en Australie exprimèrent leur intérêt à accueillir l'Esperanza Pura pour des échanges éducatifs. Mais ce fut une lettre d'une source inattendue qui présenta l'opportunité la plus intrigante. L'enveloppe arriva un jeudi matin de décembre, arborant le logo de la Fondation Roberto Clemente. À l'intérieur se trouvait une invitation formelle pour Daniel et Sofia à assister au dîner annuel de la Fondation en l'honneur des personnes qui incarnaient l'engagement de Clemente envers le service humanitaire par l'excellence. Ils veulent nous donner un prix, demanda Sofia, lisant par-dessus l'épaule de Daniel. Ils veulent donner un prix à notre programme, corrigea Daniel. Le prix humanitaire Roberto Clemente pour l'innovation éducative. La cérémonie à Pittsburgh fut le premier dîner de remise de prix formel de Sofia, et Daniel observa avec fierté sa fille de 11 ans naviguer dans ce cadre élégant avec un aplomb qui aurait impressionné Maria. Lorsque leurs noms furent appelés, Sofia marcha vers le podium aux côtés de Daniel avec une confiance qui semblait venir d'une profonde certitude quant à leur mission. L'Esperanza Pura sert plus de 500 étudiants par an, annonça le présentateur. Grâce à des programmes innovants qui combinent l'éducation aux sciences marines avec de réelles opportunités de recherche, Daniel et Sofia Cruz ont créé un modèle qui est reproduit par des institutions éducatives dans toutes les Amériques. En acceptant le prix, une sculpture en cristal en forme de voilier, Sofia se pencha vers le microphone. Nous avons commencé avec un bateau cassé que personne ne voulait, dit-elle, sa voix portant clairement à travers la salle de banquet. Mais mon grand-père savait qu'il n'était pas vraiment cassé. Il attendait juste les bonnes personnes pour comprendre ce qu'il pouvait devenir. Les applaudissements qui suivirent furent chaleureux et soutenus, mais Daniel les entendit à peine. Il regardait sa fille, voyant non seulement la jeune femme confiante qu'elle devenait, mais aussi les germes de la leader qu'elle serait finalement. Après la cérémonie, ils furent approchés par des représentants de plusieurs grandes fondations intéressées à soutenir leur travail. La Fondation Ford voulait financer l'expansion dans les communautés des Grands Lacs. La Fondation Gates était intéressée par leur modèle de collaboration éducative internationale. Même l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture avait envoyé un représentant pour discuter d'éventuelles applications mondiales. Ça devient plus grand que ce que nous avions imaginé, n'est-ce pas, papa, dit Sofia alors qu'il s'envolait vers San Diego le lendemain matin. Daniel hocha la tête, regardant les nuages dériver devant la fenêtre de l'avion. Beaucoup plus grand. Tu es prêt pour ça? Sofia considéra la question sérieusement. Je pense que oui. Mais nous devons faire attention à ne pas perdre ce qui le rend spécial. Qu'est-ce qui le rend spécial? C'est que c'est réel. Que les étudiants qui montent à bord savent qu'ils font quelque chose qui compte, pas seulement jouer aux scientifiques. Et que tous ceux qui partent sont différents de ce qu'ils étaient à leur arrivée. Daniel sourit à la sagesse de sa fille. À 11 ans. Elle comprenait déjà quelque chose que de nombreux adultes ne saisissaient jamais, la différence entre les programmes qui transformaient vraiment les participants et ceux qui se contentaient
d'offrir des expériences. Les années qui suivirent apportèrent une expansion et une évolution continue. L'Esperanza Pura passa des mois loin de sa marina d'attache, servant des communautés de l'Alaska au Panama. D'autres navires rejoignirent le programme, chacun conçu selon les principes que Sophia et Daniel avaient développés par l'expérimentation et le raffinement. Mais le développement le plus significatif fut peut-être le rôle croissant de Sophia en tant que leader de programme. À 14 ans, elle co-enseignait des cours aux côtés de doctorants. À 16 ans, elle concevait des programmes d'études et dirigeait des réunions de planification d'expéditions avec des scientifiques professionnels. Elle a un don pour rendre les concepts complexes accessibles. Observa le docteur Chen lors d'une de leurs séances de planification régulière. J'ai vu des étudiants diplômés avoir du mal à expliquer des idées que Sophia peut rendre claires à des collégiens. Daniel regarda sa fille présenter des résultats de recherche à une salle remplie de biologistes marins et ressentit la même fierté qu'il avait éprouvée lorsqu'elle avait appris à utiliser un pinceau sur le pont du yacht. Mais maintenant, sa toile était beaucoup plus grande, son impact atteignant des étudiants et des communautés qu'il n'aurait jamais imaginé toucher. Un soir de mai. Exactement 5 ans après leur première expédition de recherche, Daniel et Sophia se tenaient sur le pont de l'Esperanza Pura alors qu'elle était au mouillage au large des côtes de la Colombie-Britannique. Ils venaient de terminer un programme d'une semaine avec des étudiants autochtones de l'île de Vancouver, collectant des connaissances écologiques traditionnelles aux côtés d'eux. Données scientifiques modernes. Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si grand-père ne nous avait pas laissé le bateau, demanda Sophia, regardant le coucher de soleil peindre les montagnes canadiennes de teintes de violet et d'or. Daniel considéra la question. Sans le cadeau de Roberto, travaillerait-il encore en double équipe à l'atelier de réparation de la marina? Sophia aurait-elle découvert sa passion pour la science et l'éducation? Des centaines d'étudiants auraient-ils manqué des opportunités qui ont changé la trajectoire de leur vie? Je pense que ton grand-père savait exactement ce qui allait arriver, dit finalement Daniel. Pas les détails, mais l'essentiel. Il a compris que certains cadeaux sont trop grands pour une seule personne, qu'ils doivent être partagés pour être réels. Sophia hocha la tête, son regard fixé sur l'horizon où l'océan rencontrait le ciel en une ligne ininterrompue. J'ai pensé à l'université, dit-elle doucement. Daniel sentit son cœur manquer un battement. Sophia avait maintenant 16 ans, suffisamment avancée sur le plan académique pour commencer des études universitaires quand elle le souhaiterait. Plusieurs institutions lui avaient déjà fait des offres, reconnaissant sa combinaison unique d'expérience pratique et de curiosité intellectuelle. À quoi penses-tu? Je veux étudier l'ingénierie navale, la conception de navires spécifiquement. Je veux apprendre à construire des bateaux qui peuvent faire ce que l'Esperanza Pura fait, mais mieux, plus efficace, plus performant, conçu dès le départ pour l'éducation et la recherche. Daniel sourit, entendant les échos de la passion d'ingénieur de Roberto dans la voix de sa fille. Ça me semble être un excellent plan. Mais je ne veux pas quitter le programme. Pas complètement. Je pensais à un programme où je pourrais passer une partie de mon temps à l'université et une partie de mon temps ici, en appliquant immédiatement ce que j'apprends. Comme un apprentissage, comme un partenariat entre le monde universitaire et le monde réel. Daniel regarda sa fille. Voyant la future leader qu'elle devenait et la sagesse qu'elle avait déjà développée. À 16 ans, Sophia Cruz concevait sa propre éducation, créant des voies qui n'existaient pas dans les structures académiques traditionnelles. Je pense que nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne, dit Daniel. En fait, je pense que c'est exactement le genre d'innovation dont le programme a besoin. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel assombri, le père et la fille se tenaient ensemble sur le pont du yacht qui avait transformé leur vie et celle d'innombrables autres. L'Esperanza Pura se balançait doucement dans les houles canadiennes, sa coque solide et apte à naviguer, sa mission claire et durable. Le trésor caché de Roberto était devenu quelque chose de bien plus précieux que des obligations aux porteurs ou des métaux précieux. Il était devenu un héritage d'opportunités, un pont flottant entre les rêves et les réalisations, un navire portant l'espoir. À travers les eaux qui reliaient les communautés du monde entier. Et quelque part dans la cabine restaurée du yacht, la lettre de Roberto était soigneusement conservée dans un cadre. Ces derniers mots un rappel du pouvoir des cadeaux partagés plutôt que thésaurisés. Utilise ceci sagement, Daniel. Non pas pour fuir ta vie, mais pour construire la vie que tu mérites.
La vie qu'ils avaient construite était plus riche que n'importe quel trésor que Roberto aurait pu imaginer, mesuré non pas en dollars mais par les innombrables étudiants qui avaient découvert leur propre capacité à bord de l'Esperanza Pura. Le yacht continuait de naviguer, portant sa cargaison de rêves vers les aventures que demain pourrait apporter, guidé par les mains fermes d'un père et d'une fille qui avaient appris que les plus grands trésors étaient ceux que l'on donnait.